On mange tous 3 fois par jour. On ne se rend pas compte de la surface qu'il faut pour nourrir un humain. Donc en France, c'est 4000 m². Mathématiquement, appliqué à toute la planète, il n'y a pas assez de terre fertile. Aujourd'hui, on a une équation impossible. Il faut produire de la nourriture accessible à tous, pas cher, qui soit rémunératrice pour les agriculteurs et en plus qui défonce pas l'environnement. Voilà, on se rend compte qu'avec les règles du jeu actuelles, en fait, ça va pas être possible. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de vous faire écouter l'interview avec Michael, je voulais remercier du fond du cœur Hectarea qui soutient notre chaîne et notre travail depuis quelques temps maintenant et surtout qui aide à lier écologie et agriculture. Et croyez-moi, ça va devenir de plus en plus important à l'avenir. Et bon, il y a peut-être parmi vous qui se demandent, ouais mais Hectarea c'est quoi? Eh bien il s'agit d'une entreprise à mission qui permet aux particuliers, comme vous et moi d'ailleurs, de vous investir dans des projets agricoles, qui soient engagés, responsables, et ça c'est quand même le gros bonus qui va peut-être vous intéresser, vous gagnez de l'argent. Et pour parler d'argent, c'est d'ailleurs plus que si vous le laissiez tout simplement dormir sur votre livret A. Alors grâce à leur simulateur d'investissement, vous voyez directement votre impact, les revenus que vous allez pouvoir gagner justement tous les mois, ainsi que la plus-value de revente après 8 ou 10 ans. Et au passage, en investissant pour un projet, vous avez aussi accès à des produits à des prix préférentiels et des expériences inédites de plusieurs fermes. Alors par rapport au sujet de notre vidéo, ils ont lancé une nouvelle campagne de financement qui colle totalement avec notre message. Faire face à la pénurie agricole en permettant à des jeunes aujourd'hui de pouvoir s'installer tout en faisant une conversion de modèle vers le bio. Parce que petit rappel important, depuis les années 80, 1980 comme ça, on a perdu plus de 800 000 agriculteurs en France. Donc si de votre côté vous avez envie vraiment d'agir et pourquoi pas de soutenir un projet breton ambitieux qui veut maîtriser absolument toute la filière, que ce soit de la graine jusqu'à la farine, c'est le moment. Il suffit de créer un compte avec notre lien affilié qui se trouve dans la description et je vous rassure, même si vous investissez pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'obligation, vous pouvez toujours bien sûr vous créer un compte et être tenu au courant des projets présents, futurs. Hectarea, c'est un soutien écologique et économique pour créer les modèles agricoles de demain dont on a absolument besoin. Le lien, il est en description, https://app.hectarea.io/hôte/inscription/YouTube limite. Voilà, je l'ai dit jusqu'au bout. Incroyable. C'est parti. Bisous. C'est quoi le constat que tu fais aujourd'hui du monde de l'agriculture pour peut-être des personnes qui viennent de nous rejoindre et qui s'intéressent forcément à ces sujets, ou alors peut-être que l'algorithme vous a suggéré cette vidéo et vous dit tiens, ça m'intéresse quand même, j'ai envie de découvrir un petit peu, mais il faudrait peut-être faire un constat général parce qu'on parle beaucoup d'agro-industrie, d'agrochimie, d'agriculteurs, de petits agriculteurs et on met toujours l'agriculture avec un grand A, mais ça représente tellement de choses, tellement de manières de faire, tellement de procédés très différents, tellement de productions très différentes, que j'ai l'impression que ce grand A d'agriculture, c'est un petit peu les centres des grandes métropoles, les Paris, les Bruxelles, la Commission européenne, des gens qui n'ont pas du tout les mains dans le cambouis, et les mains dans la terre, c'est le bon terme, et qui font des lois, qui mettent en place des choses sans se rendre compte de la pénibilité de la chose. Et pourquoi je mets vraiment ça en avant, c'est parce que les neurosciences ont démontré que des personnes qui ne vivent pas une expérience, lorsque ces personnes sont à des postes de responsabilité, vont instinctivement avoir des débats et des discussions et mettre potentiellement des mesures et des lois en place où ils savent qu'ils ne sont pas impactés directement parce qu'ils n'ont pas cette connaissance du terrain. Et c'est j'ai l'impression qu'on est en train de vivre, cette fuite en avant de recherche de croissance économique qui oppresse et qui amène même les agriculteurs aujourd'hui, peut-être faire partie du topo, à avoir un taux de 2 personnes par jour en France qui se suicident. C'est un chiffre immense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on va en avoir 2, qu'on risque de retrouver leur corps pendu dans leur grange façon de parler ou avec des n'importe quoi. Demain, il y en aura 2 de plus, après-demain, il y en aura 2 de plus. Et c'est une hécatombe dont on ne parle pas. C'est ça qui est effrayant, c'est-à-dire que quand on y pense, ça fait près de 600 personnes chaque année, et parfois avec des pics, parfois avec un petit peu moins. C'est quoi le topo? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qu'on se met, même nous, sur limite, à de plus en plus parler d'agriculture? Je peux peut-être parler de moi, ce qui m'a amené à ce sujet-là, parce que rien ne m'y prédestinait. Je suis pas du tout issu d'une famille d'agriculteurs. Quoique, en France, si on remonte à 3 générations, tout le monde est issu de familles d'agriculteurs, en fait. Mais voilà, je m'intéresse particulièrement aux enjeux écologiques, limites planétaires, réchauffement climatique.
Et je donnais justement une formation à On Purpose sur les enjeux climatiques. Et le graphique que j'aimais bien montrer, c'était les secteurs qui sont le plus émetteurs de CO2. Et là, on voit en fait qu'il n'y en a pas un, que c'est hyper bien réparti. Et donc là, on comprend que le changement est systémique. Tout le monde doit changer beaucoup. Mais quand même, si on prend le système agroalimentaire dans son ensemble, donc si on prend la production agricole, certes, mais aussi le transport pour transporter la nourriture, la distribution, donc les usines, ce qu'on appelle changement d'affectation des sols, en gros la déforestation en Indonésie ou en Amérique du Sud pour pouvoir produire plus, pour pouvoir alimenter le bétail. Donc tu dis la déforestation de l'Amazonie pour avoir des champs de soja à perte de vue. Exactement. Ouais. Bah, si on prend tout ça dans son ensemble, là c'est la première cause d'émissions de gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique. Et c'est aussi la première cause de perte de biodiversité, notamment avec la déforestation et les pesticides. Les pesticides sont faits pour tuer le vivant, ça marche bien. Oui, on a quelques vidéos sur la chaîne qui sont des grosses bombes d'alerte pour faire comprendre que les pesticides, voilà, c'est pas des chocs à pic ou c'est pas des knick-knack, quoi. C'est quelque chose de très très sale et qui entraîne cette chute impressionnante de biomasse d'insectes à l'échelle mondiale. Et donc, voilà, on voit vraiment que c'est quand même le sujet majeur. On mange tous 3 fois par jour. On ne se rend pas compte de la surface qu'il faut pour nourrir un humain. Donc en France, c'est 4000 m². Avec le régime alimentaire d'un Français moyen, il faut 4000 m² pour nourrir une personne. Et tout ce que ça implique pour produire ça, je pense qu'on n'en a pas assez conscience. Et quand on s'intéresse aux enjeux écolos et qu'on voit la situation actuelle, voilà, on peut ne pas être hyper optimiste. On sait que la production agricole peut faire moins 30% avec un réchauffement climatique. Là, la France se prépare à plus 4 degrés pour s'adapter, donc adapter les réseaux de transport et tout ça. Mais en fait, l'agriculture à plus 4 degrés, ça va être très très compliqué. Et donc, moi, c'est un petit peu cette flip-là qui m'a mis en mouvement en me disant « Ok, je veux creuser ce sujet-là, je veux aller voir ceux qui sont les mains dans la terre qui nous nourrissent. » Parce que le jour où ça va commencer à se tendre, ça sera le sujet prioritaire devant tout le reste en fait. Et donc aujourd'hui, justement, comme je t'ai dit, on confond un petit peu l'agro-industrie avec les agriculteurs. C'est difficile de faire une hiérarchie et de pouvoir capter la chose, mais s'il fallait, alors attention, être manichéen, et qu'il fallait désigner littéralement un coupable, ce qui est très compliqué, hein, parce que tout est extrêmement complexe, et vous l'avez bien compris si vous êtes abonné sur cette chaîne. Pour toi, ce serait qui ? Ouais, j'aime pas trop l'exercice de manichéen, mais... Après, tu peux rendre accessible la complexité, et puis il n'y a pas de problème. L'Occident, c'est notre mode de vie qu'on essaie d'imposer au reste de la Terre. Je parlais tout à l'heure de la Chine. Voilà, ils avaient un mode de vie très différent, notamment à manger beaucoup moins de viande que nous. Maintenant, ils nous regardent à travers les séries, voilà, tout le soft power américain. La Chine est rentrée dans l'Occident, disons-le, dans la méthode, dans le paradigme, dans la manière de produire des biens de consommation à outrance et d'être dans l'abondance, oui, clairement. Alors, de fournir l'Occident en biens pas chers, effectivement, et puis eux-mêmes, d'accorder beaucoup d'importance à avoir la grosse bagnole, de manger de la viande parce que c'est signe de richesse. Et voilà, et en fait, si la planète fait ça, c'est pas possible. Donc juste mathématiquement, les 4000 m² qu'il faut à un Français moyen pour se nourrir, appliqué à toute la planète, il n'y a pas assez de terres fertiles. En France, on a de la chance d'avoir beaucoup de terres fertiles, et de moins en moins à cause des mauvaises pratiques culturelles. Mais à l'échelle de la planète, c'est juste pas possible. Donc ce mode de consommation n'est juste pas possible. Donc comment on le revoit ? Et on doit commencer par nous, parce que c'est nous qui l'avons un petit peu imposé au reste du monde. Et en fait, nous, on peut avoir ce système-là que parce qu'on exploite d'autres terres à l'autre bout de la Terre, en déforestant l'Amazonie. Voilà, on fait du soja qui vont pouvoir nourrir du bétail en France et produire plus pour pouvoir manger de la viande à tous les repas.
Je dis pas qu'il faut devenir tous végétariens, mais quand on voit un pays comme l'Inde, majoritairement végétarien, si eux se mettent à manger autant de viande que nous, voire que les États-Unis, c'est juste impossible. Oui, parce qu'il y a une transformation culturelle, c'est-à-dire que les plats traditionnels font partie de la culture. Alors c'est très drôle ce que tu racontes, j'aime bien faire des analogies avec mes expériences forcément, je suis d'origine sénégalaise, et je me rappelle au pays c'était du mafé, c'était du poulet yassa, c'est toujours le cas, hein, c'est pas ça, hein, c'était du tchéboujen, mais je parle des années 90-2000, quand j'y allais étant petit, c'était les plats Légion, tous les restos partout. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de restos qui proposent des burgers, de la fast-food. Ça s'est normalisé en quelque sorte parce que forcément, c'est le modèle occidental qui se reproduit partout avec parfois c'est de la capture d'élite. Hein, tu mets un président en place, tu dis ouais bah tu sais quoi, on va t'amener du McDonald's, on va t'amener du truc, ce genre de choses. Et c'est dingue parce que quelque chose qui faisait partie de la culture se retrouve en fait détruit est remplacé par une nouvelle culture qui a la capacité de produire en masse, mais qui demande des coûts énergétiques incroyables. Ça fait tourner des ports, ça fait tourner des aéroports pour pouvoir ramener ces denrées-là. Et donc, effectivement, on sent qu'il y a, grâce au soft power, une destruction des cultures traditionnelles pour lesquelles c'était valorisant, c'était positif et bien de manger de la nourriture végétarienne et qui, au fur et à mesure, en fait, détricote en faisant une sorte de classe hiérarchique en mode bon bah si eux ils ont accès à ça, nous on voudrait aussi avoir accès à ça. C'est une sorte de petit poison qui s'incorpore. Et justement c'est intéressant parce que quand on voit ce qu'on met comme considération dans ce genre de choses, il y a ce qu'on met comme considération dans notre métier, dans notre boulot. Toi tu étais informaticien avant, tu as évolué et je veux vite parler, alors, respect aux informaticiens qui nous regardent, il n'y a pas de problème, hein, faire un lien avec dans ton documentaire, tu sais ces métiers classiques qu'on peut avoir, ces métiers qui peuvent nous saouler, des bullshit jobs comme certains peuvent le dire. Et toi, tu as fait une expérience assez intéressante avec les enfants. Lorsque les enfants sont capables d'expliquer ce qu'est un métier ou n'est pas un métier, à partir du moment où ils arrivent à l'expliquer, c'est que c'est un métier qui a du sens, qu'on arrive à concevoir. S'ils n'arrivent pas à l'expliquer, c'est que c'est un bullshit job. Tu peux nous expliquer un petit peu cette expérience ? C'est Nicolas, un maraîcher du Vaucluse, qui m'a expliqué ça. En fait, je suis arrivé pour le filmer. Je voulais faire des belles images de lever de soleil, donc je pense que je suis arrivé à 7h du mat. Je me suis dit, bon, il sera pas là, mais c'est pas grave, je ferai des plans tranquilles en attendant qu'il arrive. En fait, il était déjà sous la serre, en train de récolter ses pois gourmands en courant. Et il m'a dit ah ouais, je suis désolé, ça va être compliqué, j'aurai pas beaucoup le temps, mais vas-y, mets-moi un micro et on commence à parler. Et donc j'ai fait ça, et voilà, l'interview sous la serre, qui est une des premières scènes du documentaire, il m'explique ça. Lui-même est fils d'agriculteur, il n'a pas voulu reprendre tout de suite, parce que c'était justement un métier dévalorisé, et donc il est devenu contrôleur de gestion. Métier bien payé, bien valorisé, mais pareil, perte de sens. Et donc ensuite, il allait avoir son premier enfant, et c'est là où il a eu cette réflexion-là. En fait, si mon métier, comment je vais l'expliquer à mon fils ? Et si en fait, j'arrive pas à lui expliquer ce que je fais, mais c'est que ça sert à rien. Et il est revenu à la terre, reprendre la ferme de ses parents, mais en la convertissant en bio. Et voilà, c'est cette phrase-là qu'on a gardée dans le documentaire parce qu'effectivement, elle résume assez bien. Ça veut dire beaucoup de choses. Et justement, c'est ça le pont, c'est que le métier d'agriculteur, effectivement, on a l'impression que c'est un peu éclaté. On se dit, il n'y a aucune publicité en télévision, dans la presse ou même sur les réseaux sociaux qui te donne envie d'être agriculteur. Il n'y a même pas de publicité pour être... Enfin si, je crois qu'il doit y en avoir, mais c'est tellement cliché, éclaté, mal fait. Mais c'est pas du tout le métier où quelqu'un se lève sur les bancs de l'école et se dit « Tu sais quoi, je veux être agriculteur ». Malgré tout, il y a quand même quelque chose d'assez incroyable, c'est que plein de gens veulent y aller parce que ça provoque quelque chose de travailler la terre. Il y a un truc un peu psychologique, ancestral, je sais pas comment expliquer, qui fait qu'à partir du moment où on tente de s'y mettre, il y a un goût, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui potentiellement se transmet. Et moi, bon, je l'ai vécu, hein, j'ai fait un film qui s'appelle Même pas peur, un documentaire, où j'ai été dans une ferme en agroécologique, et c'était incroyable parce que le peu que j'ai dû faire, mettre mes mains dans la terre, utiliser des outils pour faire respirer la terre, etc., mettre en place, semer, etc., et puis surtout aller voir de l'autre côté les tomates qui ont poussé avec le basilic en dessous et tout. Et je me suis dit,
Waouh, mais j'ai envie de faire ça dans ma life. Il y a quelque chose qui est passé. Et je voyais ma fille aussi qui était à fond dedans et qui avait un plaisir. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui parlait un petit peu, alors c'est un peu philosophique, mais à notre ADN. Mais comment est-ce que tu expliques justement aujourd'hui, c'est pas scientifiquement prouvé l'histoire de l'ADN, attention, hein, je dis ça pour l'aspect un peu philosophique, mais comment tu arrives à expliquer aujourd'hui que ce métier est aussi peu valorisé, qu'il a l'air d'être vraiment un métier de gueux, façon de parler, mis sur le côté et qu'on se retrouve avec et c'est une vraie problématique, avec des fermes vieillissantes et qui finalement ne sont pas repris par les enfants ni par les petits-enfants. Et qu'est-ce qu'elles deviennent ces fermes? Elles vont où? Il se passe quoi? Effectivement, en France, il y a un gros problème de renouvellement des générations. On a souvent la stat, dans 10 ans, la moitié des agriculteurs seront partis à la retraite. Bon, sauf que ça fait au moins 5 ans qu'on dit ça, donc vraiment la courbe du nombre d'agriculteurs et de fermes est vraiment en chute libre depuis les années 70. Ces fermes, tout simplement, elles vont à l'agrandissement. Quand un agriculteur abandonne, que ses enfants ne veulent pas reprendre, c'est le voisin qui va racheter et s'agrandir. Et ça, c'est une des problématiques. C'est un agriculteur qui exploite 80 hectares, ça passe encore. Quand ça atteint des 500 hectares ou plus, moi, ma vision, c'est qu'on ne peut pas prendre soin de la terre sur des surfaces aussi grandes que ça. Ça nécessite forcément des moyens, des tracteurs énormes et avec la chimie qui va derrière pour pouvoir produire toujours plus. Et pour moi, ça, c'est quand même un drame de se dire que des enfants d'agriculteurs sont dégoûtés du métier en voyant leurs parents se tuer à la tâche, à tel point qu'ils n'imaginent même plus prendre la suite. Alors que ça se faisait tout le temps comme ça et que c'est en général un job passion. Et tu l'as dit, quand on travaille la terre, il y a plein de... Et je pense que l'époque aussi qui fait tous les bullshit jobs ou l'urgence climatique fait qu'on a besoin de se reconnecter à du concret. Et les mains dans la terre, quoi de plus concret que de produire de la nourriture. Et après, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la question du revenu. Tant qu'on ne peut pas vivre dignement de son métier, et là, on en est loin. Il y a des agriculteurs qui n'arrivent même pas à avoir le SMIC, sans parler du SMIC horaire, parce qu'ils font en plus des horaires de dingue. Oui, et pénible. Hyper pénible, et en plus, la société qui les pointe du doigt parce qu'ils polluent et ils défoncent tout. Mais ouais, mais en fait, c'est les règles qu'on leur impose, c'est de produire au moins cher possible, et ils sont bien encadrés aussi de... plein de syndicats et de coopératives qui, eux, vivent très bien sur le dos des agriculteurs. Oui, mais c'est ça. Et voilà, il y a une injustice énorme et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème du revenu pour laisser des marges de manœuvre aux agriculteurs pour améliorer leurs pratiques, on n'arrivera à rien. Et justement, le syndicat majoritaire FNSEA, pour pas citer, s'oppose à l'instauration d'un prix plancher. Il y a une députée, il y a Macron qui avait fait cette promesse-là en France, d'instaurer un prix plancher au Salon de l'Agriculture. Tout le monde l'a applaudi. Si on regarde bien la vidéo, il y a quand même un mec de la FNSEA derrière qui tire la tronche au moment où il annonce ça. Et en fait, ils vont torpiller cette mesure-là derrière. Il y a une députée, Marie Pochon de Europe Écologie Les Verts, qui a ressorti cette promesse présidentielle pour la faire voter. Et en fait, systématiquement, c'est torpillé. Parce qu'on veut être compétitif à l'export, pouvoir exporter dans un système qui est plus du tout à l'ordre du jour. À une époque, il fallait nourrir le monde. L'Europe s'est donné un petit peu cette mission-là. Aujourd'hui, ça va juste déstabiliser des systèmes agricoles du monde entier. Ça aussi, en fait, l'agriculture, c'est coche les cases de toutes les exceptions des règles. Il y a des règles, oui, il y a le SMIC en France, les agriculteurs, il y en a très peu qui sont au SMIC. Il y a des règles du commerce international, les États ne peuvent pas subventionner une production, sauf en agriculture, ça gêne personne. Tous les pays occidentaux subventionnent. En Europe, la PAC, c'est le plus gros budget de l'Europe, tout simplement, la politique agricole commune. Ça gêne personne. Et du coup, on est dans ce système-là de produire pour exporter et déstabiliser des systèmes agricoles d'autres pays. Aujourd'hui, quand on regarde le pourcentage de tout ce qui a lieu en conventionnel, alors toujours le mot conventionnel,
on va dire, la pratique industrielle, j'ai envie de dire, quel est le pourcentage entre ce qui est vendu en bio, et de là aussi, il faut faire des distinctions, ce qui est vendu donc en agro-industriel, en bio et en agroécologique, agroforesterie par exemple, ou on va dire tout ce qui est respectueux du vivant, avec plus de personnes qui mettent la main à la terre, avec 0 pesticides. C'est quoi le pourcentage réparti? C'est très peu. L'agriculture bio, c'est autour de 15% en France, et ça inclut du bio-industriel. Aussi. Forcément, les grandes surfaces en France qui ont un grand pouvoir dans la distribution alimentaire ont vu le filon du bio et ont créé leur marque de distributeur bio en retombant dans les mêmes travers. Ok, il n'y a pas de produits chimiques, mais on va se retrouver voilà, juste cocher les cases du cahier des charges sans que ce soit fait, j'allais dire avec amour, ça fait peut-être un peu gnangnan dit comme ça, mais avec soin en tout cas. Voilà, et donc l'agriculture paysanne en vente directe, j'ai pas les statistiques, mais c'est très peu. C'était une de mes craintes aussi dans mon documentaire. Je voulais pas faire un gros zoom sur une agriculture toute petite qui représente pas grand-chose aujourd'hui et de faire croire qu'on pourrait faire ça à grande échelle partout. Voilà, je pense qu'on peut largement améliorer l'agriculture aujourd'hui. Il y a plein de modèles différents. J'ai essayé de montrer une diversité quand même. Tu le disais tout à l'heure, l'agriculture avec un grand A, en fait, ça recouvre plein de réalités différentes derrière. Un maraîcher n'a pas du tout les mêmes enjeux qu'un éleveur de porc ou un céréalier. Et donc j'ai essayé de montrer une diversité, alors tout en bio, mais voilà, des réalités différentes, de montrer qu'un céréalier sur 80 hectares voilà, peut fonctionner en bio, ok avec des rendements moindres, mais donc du coup ça re-questionne peut-être nos habitudes alimentaires. On peut peut-être pas manger la même chose si on veut tout faire en agroécologie, mais en tout cas c'est possible. Et justement, tu sais, cette nourriture qui doit être produite à une vitesse effrénée, c'est-à-dire full pesticides pour être sûr que tout ce qui va sortir de terre, il soit exploitable au plus haut pourcentage possible pour éviter trop de pertes, alors que pourtant, bon, l'alimentation, c'est quand même 30% de pertes partout, hein, de la production au transport, à la transformation, jusqu'à dans notre assiette, jusqu'à dans notre frigo. Parce que parfois t'as pas fini ton assiette, tu remets au frigo, t'oublies le lendemain qu'il y a toujours ton assiette, et puis tu dis oh, finalement je vais jeter. C'est aussi un gaspillage. Mais justement, c'est toute cette nourriture qui est produite de cette façon-là, elle a un coût pour notre santé aussi. Et moi, je voulais essayer de voir un petit peu avec toi ce que ça représente en fait, ce coût, ce qu'on mange. Et ce que j'ai l'impression, tu sais, qu'on est un peu tous des pigeons du marketing, y compris moi le premier. Et on se dit vite, ouais, il faudrait que le consommateur fasse un effort, mais j'ai la sensation que le consommateur, et je vais donner un gros cliché, t'en as qui ont le temps, pas de problème, ils ont vraiment le temps, ils peuvent sélectionner. Et si je prends la vie par exemple de quelqu'un qui a 40 ans, qui a 2 enfants, ses enfants ont des activités, t'as ton boulot, ta femme elle a son boulot, etc., etc., tout va très vite. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on est tellement dans une société où le consommateur, le citoyen, devient un consommateur et donc est poussé à son paroxysme, les limites humaines, qui fait que la nourriture, ça devient je prends cette barquette, je la tape dans le micro-ondes, j'allume, allez les enfants, bon appétit, pas le temps parce que déjà super crevé que de devoir préparer à manger. Alors c'est un plaisir de préparer à manger, c'est pas ça, mais que plus on arrive dans des classes sociales oppressées par le temps, qui n'arrivent pas à s'occuper de l'éducation de leurs enfants correctement et tout ça, plus la bouffe elle est en mode allez, tac tac tac, boum boum boum, ça y est c'est vite fait. Mais que tout ça a un coût. Je voulais un petit peu ton avis. C'est en fait la question que j'ai mis au centre du documentaire, en tout cas en le lançant à l'origine. Parce que voilà, je suis pas du tout du métier, donc j'avais pas du tout de scénario. Je me suis un peu laissé guider, mais consciemment. C'est-à-dire que je voulais pas partir avec des idées préconçues et je voulais vraiment écouter les premiers concernés, leur avis sur le système global. Mais la question que je posais un peu en intro, c'est ok, aujourd'hui on a une équation impossible, il faut produire de la nourriture accessible à tous, pas cher, et on voit que dès qu'il y a de l'inflation, des millions de personnes sont en difficulté, qui soit rémunératrice pour les agriculteurs,
Alors là, déjà, on comprend que ça risque d'être compliqué. Et en plus, qui ne défonce pas l'environnement. Voilà, on se rend compte qu'avec les règles du jeu actuelles, en fait, ça ne va pas être possible. Donc effectivement, le prix de l'alimentation, c'est une vraie question. Et comment on la rend accessible au plus grand nombre, alors qu'il faut rémunérer un minimum les agriculteurs. Donc là, moi, j'ai pas une solution toute faite, et il y en a plusieurs qui sont abordées dans le documentaire. Mais en tout cas, on comprend que c'est collectivement qu'on doit changer les règles du jeu. Avec les règles actuelles du capitalisme de base non régulé, c'est pas possible. Donc il y a des expérimentations. En France, il y a plusieurs endroits qui testent la sécurité sociale alimentaire. Donc ça, c'est des initiatives intéressantes de se dire, parce que faire le lien avec la sécu en santé, c'est intéressant parce que justement, il y a des coûts cachés. Et ça, quand on arrive à les expliciter, à les rendre visibles, on se rend compte qu'en fait, on fait n'importe quoi. On fait de la nourriture pas chère, mais qui pollue l'eau. Et là, ça commence à être une question qui monte pas mal en France, parce qu'on se rend compte que quasiment tous les cours d'eau sont pollués. Pollués à quoi ? Essentiellement 2, pesticides et nitrates. Nitrates, c'est issu des élevages intensifs. Et donc en fait, c'est un peu le problème dont on a ultra spécialisé les régions agricoles en France. En gros, en Bretagne, élevage de porcs hyper intensif. Donc ils ont plein de lisiers et ils savent plus quoi en faire. Alors qu'en Beauce, c'est que des céréales et eux, ils ne savent pas comment mettre de l'azote dans les champs. Donc ils utilisent des pesticides. Alors que traditionnellement, le modèle, c'est des animaux et des céréales, et les déjections des animaux apportent l'azote. Exactement, une circularité, tu apportes l'azote aux céréales. Et ça, comme les régions sont ultra spécialisées, maintenant, ça se fait plus, et donc on utilise des engrais d'un côté, et de l'autre, on a trop de lisiers, et dès qu'il pleut, ça ruisselle dans les rivières, puis dans la mer, avec le problème des algues vertes, notamment en Bretagne. Donc voilà, un système complètement à l'envers. Et donc on se retrouve avec des cours d'eau pollués et des aires de captage polluées. Et il faut mettre en place de plus en plus d'usines pour enlever tous ces polluants. Et là, en fait, le problème, il est insoluble, parce que les polluants, pour l'instant, on n'en surveille pas beaucoup. On se rend compte qu'en fait, les molécules présentes dans les engrais, dans les pesticides, se désagrègent, ce qu'on appelle des métabolites. Et donc ça, on ne les surveillait pas. Quand on commence à regarder, en fait, il y en a partout. Et ça, pour les filtrer, c'est plus du tout la même technologie de filtre traditionnelle. Il va falloir monter des usines à gaz, nano-filtration, etc. pour avoir de l'eau tellement filtrée qu'elle est imbuvable, elle est impropre à la consommation, parce qu'il n'y a plus de minéraux. Donc il faut la reminéraliser et rejeter les polluants en aval. C'est ce qu'on a en projet sur la région parisienne. C'est du délire. En fait, plutôt que de construire des usines qui peuvent coûter des centaines de millions d'euros, si on subventionnait juste les agriculteurs sur les zones de captage pour qu'ils puissent réduire les pesticides, voire passer directement en bio, c'est prouvé que ça coûterait beaucoup moins cher. Ça revaloriserait le travail des agriculteurs. On y gagnerait sur plein d'autres plans, évidemment, avec de la nourriture plus saine notamment. Qu'est-ce qu'on attend en fait ? Toi, tu parles d'ubérisation du métier d'agricole. Alors, comment est-ce que tu peux le traduire pour justement, pour les gens qui nous regardent, par rapport au concept de Uber, livraison rapide, enfin, où tu délègues à des gens le travail d'autres en quelque sorte? Alors c'est pas moi qui le dis, moi dans mon documentaire, je n'existe pas, je me suis vraiment mis derrière la caméra, j'avais pas assez d'argent pour en acheter deux. Et puis c'était vraiment le but de donner la parole directement aux premiers concernés. Et donc c'est Benjamin qui est justement éleveur en Bretagne mais en polyculture, donc il est avec son collègue Régis, une ferme hyper intéressante, polyculture élevage. La production principale, c'est les céréales, mais ils sont aussi les animaux à côté, justement pour récupérer les déjections, pour pouvoir mettre de l'engrais dans les champs, et aussi valoriser les déchets de culture, pour pouvoir donner aux animaux, pour les nourrir. Et donc une ferme en polyculture élevage sur 80 hectares,
sur la même surface où avant il y avait un seul agriculteur laitier en conventionnel. Donc déjà, eux ils sont 2 et ils ont embauché 6 personnes. Ils sont 8 et ils s'en sortent parce qu'ils font de la vente directe. Ils préféraient ne pas le faire, mais en fait pour trouver l'équilibre économique ils sont obligés. Et donc ça c'est un modèle qui est hyper intéressant. Et là aussi, c'est un gros enjeu de se dire, ok, sur la même surface, on peut être 1 ou 8. Donc en termes d'emploi, s'il y a plein de gens qui veulent se remettre les mains dans la terre, en fait, il y a largement de quoi faire. Mais pour en revenir à ce qu'il disait justement sur l'ubérisation, lui, il m'a mis quelques claques en fait. Et c'est un peu le concept que j'ai développé dans mon documentaire, c'est claque et caresse. C'est de temps en temps, tu te prends une claque, tu fais waouh! Putain, j'avais jamais réfléchi à ça. Et puis après, caresse, voilà, on a des belles images quand même de la ferme, justement, là-bas. On est très comme ça sur les mythes aussi, des claques et puis des caresses avec des solutions et tout. Et donc, une des claques qu'il m'a mise, c'est justement l'ubérisation. Il me dit, moi j'ai regardé les manifs qu'il y avait, les gens qui s'indignaient du statut des livreurs Uber, qui sont indépendants, mais en fait, ils ont un seul client. Ils n'ont pas du tout le contrôle sur leur prix. Il dit, mais en fait, c'est comme ça dans l'agriculture depuis des décennies. Quand on est en contrat avec une coopérative, il y a un seul client, c'est elle qui donne le prix. C'est même parfois le seul fournisseur en produits, en semences, etc. Donc en fait, on a fait croire aux agriculteurs qu'ils étaient des entrepreneurs qui menaient une entreprise. En fait, non, c'est l'ubérisation 50 ans avant Uber. C'est incroyable parce qu'en fait, c'est ça, ils sont pieds et mains liés par rapport à un petit groupe de personnes et c'est eux qui font la pluie et le beau temps et toi, tu es là avec tes prêts bancaires, tu t'es endetté pour avoir tes infrastructures à hauteur peut-être de 500 000 euros, donc en fait, tu es littéralement esclavagisé par ce système. Et justement, comment est-ce que ce système est maintenu? Qui sont les complices et qui empêche une transformation réelle en fait des secteurs? Ça, c'est une question difficile et voilà, je veux pas alimenter de théorie du complot ou quoi, mais je pense que c'est un système qui s'est mis en place de manière très insidieuse sur des décennies et qui maintenant est super bien rodé et verrouillé. Mais moi, ce qui m'a choqué aussi, c'est les coopératives. Travaillant dans l'économie sociale et solidaire, coopérative, pour moi, j'ai un a priori hyper positif. C'est des gens qui se mettent ensemble pour créer une structure et normalement, c'est une personne, une voix, donc un truc super équitable. Dans l'agriculture, c'est les premiers à avoir créé des coopératives, notamment pour gérer le matériel agricole. Et c'est quand même les premiers à avoir eu la conscience de se dire c'était peut-être con d'avoir une moissonneuse-batteuse chacun, de s'endetter, on va la mettre en commun et on va la faire tourner de ferme en ferme. C'est génial comme principe. Et en fait, les coopératives sont parties totalement en cacahuète et maintenant se sont retournées contre les agriculteurs eux-mêmes en devenant de plus en plus grandes, de plus en plus puissantes. Et maintenant, elles sont dirigées par des personnes extrêmement bien payées comparées aux agriculteurs. Elles se sont mises à gagner beaucoup d'argent en vendant des produits aux agriculteurs, phytosanitaires, et à l'époque c'était poussé par les pouvoirs publics pour pouvoir produire plus, nourrir la France, nourrir le monde. Mais tout ça c'est un mythe aussi. L'agriculture était hyper productive déjà. Ok, il y avait une modernisation à faire, mais ça s'est fait vraiment à marche forcée. Et voilà, aujourd'hui, tu as des coopératives qui sont bien implantées, qui vendent à des industriels, qui vendent à des grandes surfaces. Et ce triptyque-là gère une telle quantité d'argent qu'ils font la pluie et le beau temps. On mange tous 3 fois par jour. Donc imagine ce que ça fait en milliards à l'échelle d'un pays et à l'échelle du monde. En fait, c'est un des premiers business. Et donc forcément, ceux qui vivent de ça, et c'est pas les agriculteurs, verrouillent un petit peu le système pour que surtout rien ne change. Ton avis sur le salon de l'agriculture? Alors moi, j'y suis allé pour la première fois de ma vie quand j'ai commencé le documentaire, donc c'était plutôt des repérages. Et j'ai filmé ça avec un appareil pourri qui tremblait, le son il est foireux, donc j'ai rien gardé. Mais personnellement, moi, c'était une expérience intéressante.
On voit quand même qu'il y a une partie vitrine un petit peu, on veut montrer une certaine image de l'agriculture. Mais voilà, globalement, moi j'ai passé un bon moment à aller voir, il y a tout un endroit où il y a des stands par région, donc tu fais un petit tour de France culinaire comme ça en quelques heures, c'est assez intéressant. Et après, je trouve ça quand même utile pour des pauvres petits enfants parisiens qui n'ont jamais vu un animal, de là aller voir quelques animaux. Bon après, si on parle un petit peu de bien-être animal, les pauvres animaux qui sont là pendant 15 jours, c'est pas ouf. Mais le collègue de Benjamin que j'ai évoqué tout à l'heure, Régis, sur la ferme de Trévéro, lui a une vision beaucoup plus tranchée. Il dit « Salon de l'agriculture, c'est une image de propagande ». On essaie de montrer que l'agriculture va bien, que tout se passe bien dans les champs, que l'agriculture est familiale, circuler et continuer à aller acheter de la merde dans les supermarchés. Et on se dit que c'est un peu ça, parce que quand on voit les gentils, jolis petits cochons au salon de l'agriculture, et quand on compare à des images d'élevage industriel, on voit bien qu'on ne veut pas mettre en avant la même chose. Et c'est pareil, t'évoquais les publicités. À la télé, l'image de l'agriculture qu'on montre, c'est les industriels qui le montrent. Et donc, personne n'a intérêt à montrer la réalité des conditions d'élevage et d'agriculture. Donc, c'est une certaine image qui est mise en avant, les animaux dans les champs, alors qu'en fait, la majorité des animaux qu'on mange ont jamais foulé la terre. Les cochons, ils restent sur des calbotis toute leur vie. Ils sont tués au bout de quelques mois. Ils voient pas la lumière du jour. C'est des conditions dégueulasses. Mais ça, évidemment, le triptyque que j'évoquais tout à l'heure, coopérative, grande surface et même pouvoir public, personne n'a intérêt à montrer cette réalité-là. Il y a quelque chose qui m'a choqué, j'étais à la foire agricole de Libramont en Belgique, hein. C'est en quelque sorte le salon de l'agriculture, et ça m'a choqué. J'ai été invité pour débattre autour de l'agroécologie, et l'agroécologie représentait une petite portion d'un ensemble extrêmement vaste avec des tracteurs, parce qu'on te vend des tracteurs, c'est le salon de l'auto, mais c'est le salon du tracteur, quoi. J'ai l'impression on te propose des grosses machines, et je trouvais que c'était beaucoup ça, c'était des stands où on te proposait ceci, cela. Et je suis arrivé dans un endroit, d'ailleurs dites-nous en commentaire, hein, de votre côté, ce que ça vous a évoqué, ce que vous avez ressenti quand vous avez retrouvé là-bas, où je pouvais croiser des vrais paysans qui étaient là en disant « Ouais, bon, j'ai besoin de renouveler tel matériel, je vais un peu voir ce qui se passe, etc. » Mais je suis arrivé dans un endroit où il y avait plusieurs types de vaches, de ruminants, de bœufs qui étaient présents, avec des noms différents, comme si c'était des produits marketing. Je peux plus vous dire comme ça de tête. Et à un moment, je suis arrivé dans un endroit où chaque vache était différente. Et quand je dis différente, c'est-à-dire qu'il y en avait une, elle était balèze, j'avais l'impression que c'était Schwarzenegger, et je me dis, mais je rêve où la vache, elle était à la salle de sport, elle a des pecs, elle a des gros muscles et tout, et je me dis, mais comment c'est possible d'être aussi baraquée? Je veux dire, elle n'est pas comme ça à l'état naturel. Il y en avait une autre, elle était toute maigre, mais elle avait un pis gigantesque. Et puis il y en avait une autre, elle était normale, conventionnelle, mais elle avait l'air d'être pas si musclée, mais un peu plus grassouillette, comme ça. Et je voyais en fait comme la Peugeot 206, la Audi TT, des modèles un peu pour les besoins de chacun, besoin de nourriture, besoin de lait, besoin d'une viande plus tendre, etc. Et ça m'a fait peur, parce que je voyais plein d'hommes autour en train de se marrer, en mode « Ah, c'est trop bien, t'as vu la vache qui est là, etc. » Et je regardais ces animaux, et ça m'a dégoûté beaucoup de la viande à ce moment-là, hein. Je vais pas te cacher, j'en mange encore nettement moins qu'avant, mais je crois qu'à chaque fois que je mange, je peux pas m'empêcher de penser à ça. Je me dis, waouh, en fait, on a mis des êtres vivants dans des enclos, on les a génétiquement modifiés pour correspondre à tel type de besoin, et ça passe comme normal. Ce sont juste des produits. Et un jeune et tout, je lui pose la question, je lui dis, ça te fait quoi ça? Oh, c'est normal et tout. Je lui dis, mais ce sont tes vaches? Ouais, c'est moi qui m'occupe d'elles et tout. Je dis, si tu sais qu'elles vont être abattues, ça te fait quoi? Il a eu un silence. Il a 17 ans. Hein. Et il me dit, oh, c'est comme ça. Hein. Je dis, mais ça te fait mal quand même. Tu t'occupes d'elles, tu leur as donné des noms. Ouais, elle, c'est truc, elle, c'est machin. Je dis, mais au moment où elles vont partir, tu sais que... Et là, tu vois le mécanisme du déni qui s'installe. Son regard devient vide et il me dit, bon, c'est comme ça, la résignation. Mais ça lui fait mal. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, ce métier aussi.
Enfin, ça dépend si tu es en contact ou pas, parce que bon, si tu as toutes tes vaches qui sont dans des enclos fermés les unes derrière les autres, etc., mais à partir du moment où tu dois t'en occuper quotidiennement, je veux dire, il y a quand même un rapport homme-animal, et ce moment où elles partent, où tu sais comment elles vont finir, parce que moi j'ai cru toute ma vie, et vraiment jusqu'à mes 20 ans peut-être, je croyais qu'on mangeait les animaux quand ils mouraient de vieillesse. Ah ouais. Je croyais vraiment ça, mais je gardais cette image dans ma tête en me disant ouais, j'étais aux abattoirs d'Anderlecht à Bruxelles et je dis ouais, ça c'est les animaux, ils sont en fin de vie, ils ont vécu, ils ont fait leur truc, allez on va les manger à ce moment-là. Non, pas du tout, en fait, vraiment pas. Enfin, j'ai découvert effectivement qu'ils étaient produits, qu'on avait modifié génétiquement plein de choses pour qu'elles grandissent très vite, pour qu'elles produisent un maximum de viande et que boum on les abatte et pour qu'on les grave. Enfin voilà, je veux dire ce qu'on fait derrière, c'est une industrie de la mort qui est effroyable et je pense à ces gens qui travaillent même dans les abattoirs, qui sont en première ligne et qui doivent avoir un truc dans leur cerveau, les pauvres, où on a dû, soit on les lobotomise, soit il y a des mécanismes de déni en disant ouais, faut bien nourrir le monde, c'est parce que aussi ils reçoivent des trucs comme votre métier est important, mais qui eux font ça quotidiennement et que ça s'est normalisé. Je crois que ça ne doit pas être évident non plus, ce processus-là. C'est comme être un soldat, être envoyé au front et devoir tuer des gens. Tu tues des espèces vivantes. C'est pas comme si tu avais par mégarde écrasé la fourmi en marchant. Non, tu tues quelque chose qui est plus lourd que toi, qui a un regard, qui a des sensations. C'est particulier. Et pour revenir à ce garçon-là, je voyais que ça lui faisait mal. Et je me suis dit, quand j'étais dans cet endroit, je me dis, mais dans quel déni on est? Dans quoi est-ce qu'on est en train de baigner, de nager, de ce processus de normalisation de l'industrie de la mort et qui est marketé en fait. Et donc, quelle est la solution derrière ça pour sortir de ce marasme? Alors, il y a plein de choses dans ce que tu dis. Sur les vaches différentes, c'est de la génétique. Donc, regarde, moi, je suis un gringalet, toi, tu es un grand costaud. Je sais pas, je suis vraiment un grand costaud, mais bon, ouais. Sauf que, effectivement, ça c'est ultra spécialisé et sélection génétique depuis des décennies, on arrive à des trucs qui sont assez flippants. Et moi, il y a un truc que j'arrivais pas à comprendre, c'est la viande qu'on mange, elle vient d'où? Je savais qu'il y avait une arnaque de se dire qu'il y a plein de races à viande, mais en fait, la majorité de la viande qu'on mange, c'est plutôt les vaches laitières réformées. C'est quoi une vache laitière réformée? Une vache laitière qui produit plus assez de lait, alors on la balance à l'abattoir. Wow. Une vache, je sais pas combien de temps ça peut vivre, mais très longtemps, mais au bout de 3 ans, la productivité diminue. Et donc, on l'emmène à l'abattoir. Genre, tu nous ramènes plus rien, on va te tuer, vu que tu nous ramènes plus rien sur le temps long, tu vas nous ramener d'un coup plein de steaks, quoi. C'est ça. Et en fait, la majorité de la viande qu'on mange aujourd'hui, c'est ça. Et ce que j'arrivais pas à comprendre, c'est alors pourquoi il y a des races à viande? Forcément, le goût doit être meilleur quand même. Et en fait, non. C'est juste que c'est des Schwarzenegger, comme tu as dit, et donc il y a plus de poids de viande au final. Et elles, en général, elles sont nourries plutôt à l'herbe aujourd'hui, donc dans des champs, de plus en plus au soja d'Amérique du Sud quand même. Mais voilà, elles sont sélectionnées pour peser, je sais pas combien, peut-être près 2 fois plus qu'une vache laitière, et donc ça fait plus de poids carcasse à l'abattoir, donc on pourra la vendre plus cher. Ça, c'est un premier point de sélection génétique. Je pense qu'il y a un minimum de sélection génétique qui est nécessaire à l'agriculture pour spécialiser les produits qu'on veut créer. Moi-même, je mange très peu de viande, mais j'évite de parler d'être végétarien parce que je pense que dès que tu sors ce mot-là, tu es inaudible pour beaucoup de monde aujourd'hui. Oui, parce que la viande est dans la culture commune, voilà, donc, big time. Effectivement, il faudra manger beaucoup moins de viande si on veut une agriculture durable. On parle de réduire, on ne parle pas d'arrêter drastiquement. Après, si vous êtes touché, vous devenez antispéciste, tant mieux. Tant mieux, parce qu'il y a plein de raisons d'arrêter la viande. C'est pour des raisons de santé, votre médecin qui vous le dit. Soit c'est parce que t'aimes pas le goût et je sais pas, tout d'un coup t'es dégoûté, tu mets ça en bouche, excuse-moi. Il faudra que moi tchoum. Soit t'es dégoûté, je sais pas, ton goût, ça te parle plus. Soit effectivement pour des raisons climatiques, tu dis moi je dois réduire, c'est quand même beaucoup de méthane, etc. Même s'il y a toujours cet argument par rapport aux prairies aussi, c'est très différent. Ou alors, t'es sensibilisé, tu te dis c'est un être vivant et j'y vais pas. Et nous, sur limite, on vous dit pas d'arrêter de manger de la viande ou de réduire, on vous donne les faits, après c'est propre à vous et c'est à vous de décider en âme et conscience. Il n'y a pas de problème, moi je vous le dis, j'en mange encore nettement moins qu'avant
et je suis très content d'en manger nettement moins qu'avant. Mais quand on voit l'industrie, comment elle fonctionne, on se demande aussi qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau pour être déconnecté et détaché de ce processus-là, tu vois. Mais après, le point que je voulais évoquer, c'est Guillain, éleveur laitier en Loire-Atlantique, qui lui se bat avec plusieurs autres éleveurs pour faire un abattoir mobile à la ferme. Lui, il m'a marqué aussi. Il se sent habité d'une mission, je pense. Il me l'a dit clairement, il est impressionnant. Et justement, il critique un petit peu cette déconnexion entre l'élevage et la mort de l'animal. Et lui, il veut l'assumer jusqu'au bout. Et donc, avec un abattage à la ferme qui permet aussi d'améliorer le bien-être animal. Donc, il est abattu, ok, mais il a au moins pas le transport et pas surtout la vision flippe dans l'abattoir d'entendre tous les animaux autour se faire buter et de se dire tiens, mon tour arrive. Oui, parce qu'elles ont conscience. Aujourd'hui, on a démontré qu'elles ont conscience qu'elles sont en train d'aller droit vers la mort, qu'elles sont entre guillemets en train d'aller vers la chambre à voilà, vous avez compris qu'en fait, c'est effrayant, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent au bruit le stress, il y a une transmission de stress en mode ok, vers où je suis en train d'aller, ah oui, je suis en train d'être amené tout droit vers le fait d'être zigouillé. Enfin, c'est effroyable comme bail. Hein, puis l'odeur du son. Oui, tout. Enfin, oui, ils ont conscience, quoi. Ils ont ce mécanisme-là, ouais, mais continue. Mais donc, voilà, lui, il assume quand même cette partie-là, de se dire que, voilà, moi, j'ai un espace agricole à gérer. Je dois produire de la nourriture dessus pour les humains. Donc, il assume que ces animaux aillent à l'abattoir, mais par contre, il veut le faire de la moins mauvaise des manières possibles. Sauf que pour monter un projet comme ça, mais tu vois que c'est hyper compliqué parce que là aussi, il y a eu une grosse concentration. Les abattoirs en France, c'est incroyable, il y en a de moins en moins. Et ce qui veut dire que les animaux doivent faire de plus en plus de distance pour être abattus. Donc voilà, lui se bat pour être dans un format déjà plus à taille humaine et fait de la vente directe ensuite. Et là, tu comprends aussi la valeur de la viande. Quand tu vas acheter de la viande chez lui, c'est pas tu choisis aujourd'hui je veux des lardons. Ah non, aujourd'hui il n'y en a pas. Viens dans un mois, on fait un colis de ça et ça. Et là, tu te rends compte en fait de la valeur. Et tout est fait aujourd'hui pour qu'on n'ait aucune conscience de tout ce que ça implique de produire de la nourriture et particulièrement de la viande. Quand tu as le jambon en supermarché, voilà, t'as pas l'animal qui est dessus, t'as pas une goutte de sang, il est taillé en carré, tout est fait pour oublier que ça a été un animal vivant et sensible à une époque. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos sur internet qui montrent des tests sur des enfants, en demandant tiens ça c'est quoi, c'est quel animal et tout. Et effectivement il y a une grosse déconnexion parce que je prends l'exemple de mon fils qui aujourd'hui a 7 ans, quand il avait 5 ans, on a été dans une ferme et je lui ai dit mon fils il adore le saucisson, hein, Justin Bridou, il est en mode papa s'il te plaît saucisson, le goût et tout. Je lui ai dit tu vois le cochon là-bas là, il dit ouais je vois. C'est Justin Bridou. Et je lui ai envoyé une claque et il m'a regardé. Et je lui ai bien dit ça, qu'il ait passé du temps avec avant et tout. Et ben là, quand on passe par le truc, on passe à côté du Justin Bridou, il calcule plus. Il y a eu quelque chose. C'était pareil, hein, il y avait ma fille qui était avec des chèvres et tout, dans la ferme, passait du bon temps avec, elle trouvait ça trop mignon et tout. Et puis quand on est au magasin, je dis, ah bah regarde, tu vois, il y a de l'agneau, il y a de la chèvre là et tout. Et là, il y a un silence, il y a un truc qui se produit. Je pense que c'est cette mise en contact. Effectivement, on est déconnecté dans les villes, en tout cas, de notre relation, de notre rapport avec le vivant, et qui fait que c'est quelque chose qui est loin de nous, et qu'en fait, on voit le produit final et qu'on ne se rend pas du tout compte. Il y a une sorte de lobotomisation un peu générale là derrière qui est assez effarante. Moi, j'aime bien aussi l'axe si on devait tuer nous-mêmes l'animal, quelle quantité de viande on mangerait aujourd'hui? Parce que en fait, c'était quelque chose qui était assez normal. Il y a 1 ou 2 générations, tuer le cochon à la ferme, mais ça se faisait 1 fois par an. Et en fait, si tu dois en manger tous les jours, est-ce que toi, tu serais prêt? Allez, on te donne le couteau, vas-y, va chercher ton steak. Je pense qu'on est tellement déconnectés que maintenant, on serait tous choqués de ça. Un cochon qui se fait égorger, je ne sais pas si tu as déjà entendu crier, mais c'est bien flippant quand même. Avant, on était moins choqués
de ça, et pourtant on mangeait beaucoup moins de viande qu'aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui on paye pour surtout pas avoir comment c'est produit, et donc ça nous pose aucun problème d'en manger à chaque repas. Quelles sont les solutions là derrière? On a parlé de la sécurité sociale et alimentaire, on a parlé beaucoup de l'état des lieux, qu'est-ce qui se passe? Et puis tous ces agriculteurs qui sont sous pression, qui sont dans un système hiérarchisé avec ceux qui les gèrent au-dessus, qui dictent un petit peu les prix, les intermédiaires, le marketing qui augmente drastiquement le prix, parce que c'est ça qui est quand même assez incroyable, c'est que le prix final, déjà on paye pas très cher notre alimentation réellement quand on compare à il y a très longtemps et par rapport à notre portefeuille, malgré tout les prix augmentent et donc les gens râlent un peu avec l'inflation en disant mais attends, les frais ça coûte autant, ça coûte autant, qu'est-ce qui est en train de se passer parce qu'on s'est habitué à quelque chose, mais de nouveau le marketing prend beaucoup, ça coûte très très cher là-dedans. Comment est-ce qu'on redistribue les cartes? Par quel levier les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, peuvent se dire ok, il faut sauver, il faut changer, il faut transformer l'agriculture parce que nous avons des problèmes climatiques, parce que nous avons un effondrement de biodiversité, parce qu'on a moins d'énergie pour faire tourner cette machine aussi, moins de ressources qui nous rendent capables de la faire tourner, parce qu'on a un changement culturel à opérer, parce qu'on a un changement du système financier, bref, on a tout plein de trucs. On a du taf. On a du taf. Toi, en tant que directeur de France Nature Environnement Île-de-France, qui discute beaucoup avec les agriculteurs, etc., par où on commence, surtout pour monsieur et madame tout le monde qui est là en train de nous regarder? Alors là aussi, dans mon documentaire, j'ai essayé de pas mettre la responsabilité sur une seule personne, de se rendre compte que c'est vraiment des choix collectifs et donc qu'on a tous un rôle à jouer, mais à différents niveaux. C'est Guilain dans le documentaire, que j'aime bien son analyse. Il veut pas mettre la pression sur le consommateur parce qu'une partie n'a pas les moyens. Ok, il y a des millions de personnes en France qui dépendent de l'aide alimentaire. Une part encore plus grande qui galère à boucler les fins de mois. Si on les met de côté pour l'instant, ça laisse quand même une bonne partie de la population, au moins la moitié, qui a la marge de manœuvre pour pouvoir acheter quelques centimes plus cher chaque produit. Je parlais à une éleveuse laitière au Salon de l'Agriculture justement, qui est passée à Chez qui le patron. C'est une marque fondée par des consommateurs qui définissent eux-mêmes le cahier des charges et le prix payé aux agriculteurs. Et donc, en fonction de la qualité qu'ils exigent, ils mettent un prix en face. Super modèle. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de creuser un petit peu. Et donc, ils ont fait une brique de lait, du beurre, etc. Ça change, je crois, de mémoire, c'était 9 centimes de plus le litre de lait. Je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui peut se permettre de payer 9 centimes de plus. Elle, ça lui changeait la vie. Vraiment littéralement. Normalement, éleveur, tu te payes pas, t'as pas de vacances. Elle dit, si je suis là aujourd'hui au salon, c'est que voilà, j'ai un peu de marge de manœuvre grâce à ça. Ensuite, je reviens à ceux qui n'ont pas les moyens. La double peine pour eux, c'est que dans notre grande bonté, l'aide alimentaire, c'est tous les invendus de la grande distribution et c'est souvent les pires produits. Donc nous, non seulement tu n'as pas les moyens d'acheter de la nourriture saine, et en plus celle qu'on va te donner, c'est la pire de toutes. Peut-être qu'il y a un truc à inventer de conventionnement avec des agriculteurs pour donner de la nourriture, peut-être produit brut, bio, aux personnes qui n'ont pas les moyens de l'acheter elles-mêmes. Et là, ça rejoint un petit peu la sécurité sociale alimentaire, par un système de cotisation, de pouvoir avoir un certain nombre de produits conventionnés. Et donc, tu as une carte qui te permet d'acheter certains produits qui ne sont pas industriels, qui sont bio. Ils sont locaux aussi. Ouais. En fait, agriculture paysanne, quoi, à taille humaine. Voilà, ça c'est pour la partie ce qu'on peut faire au quotidien. Et puis on comprend que sécurité sociale alimentaire, elle va pas venir toute seule. Il va falloir pousser pour ça. Donc ça, c'est se monter en collectif, soutenir des assos, soit en relayant leur com, en devenant bénévole, en donnant de l'argent si c'est possible. Et puis la carte d'électeur, là c'est les municipales en France en mars. Les maires ont quelques leviers pour favoriser l'agriculture locale. Il y a un exemple hyper intéressant dans leur champ du cœur, c'est la ferme municipale de Chambray-les-Tours. Donc c'est le modèle de ferme municipale. Ça existe en France, ça commence à essaimer, ça a commencé à Moinson-Sartoux dans le sud. Et là, je crois qu'il y en a plus d'une centaine aujourd'hui.
c'est la municipalité qui préempte une terre agricole, en général petite surface, 1-2 hectares, pas beaucoup plus, et qui met un agent municipal dessus pour produire de la nourriture locale, donc forcément de saison, bio, pour alimenter la cantine scolaire. Ou la cuisine municipale qui alimente peut-être l'EHPAD, plus le collège, l'école primaire, l'école maternelle. Et donc à Chambray-les-Tours, sur un peu plus d'1 hectare cultivé, ils arrivent à fournir les 1000 repas à jour en nourriture saine, bio. Et le petit détail cool, c'est que depuis que j'ai fait le tournage, leur petit va maintenant à la maternelle où il mange les produits de papa-maman. Bref, en tout cas, ce modèle-là est intéressant et pourrait être généralisé. Et donc ça passe par la carte d'électeur et faire pression un petit peu sur les politiques. Et donc des assos comme France Nature Environnement font pression au moment des élections pour pousser ce genre de sujet auprès des candidats pour qu'ils s'engagent à les mettre en œuvre une fois élus. Voilà, donc dans les choix quotidiens au moment de l'achat de la nourriture, au moment du vote, et puis après, si on se sent la possibilité de le faire par son emploi, si on a un emploi qui va dans le sens inverse d'un modèle agricole soutenable, voir comment on peut le changer pour aller dans une autre direction, ou au moins ne pas nuire. Michael Donichi, merci à toi d'être venu ici sur Les Mythes. N'hésitez pas à, bien sûr, balancer votre petit like si cette conversation vous a parlé, à commenter, c'est important, que vous soyez sur YouTube ou sur Spotify, vraiment, n'hésitez pas. Et puis, c'est vous qui faites ceci. Donc, toutes les infos sont en description pour savoir comment faire pour que nous puissions continuer à avancer sur Les Mythes.